Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce premier épisode de la saison 3... Quoi ? C'est déjà la saison 3 ? Vous vous rendez compte quand même ? Incroyable. Non mais, sans déconner, on a commencé le 28 février 2019. On était des minots ! Oh là là ! Et c'était une imitation de Michel Galabru, bon, personne ne l'a reconnu, c'est pas grave. C'est parce que t'as pas dit le Nord. Ah Voilà. ça, oh Michel Galabru. Il est mort ou pas d'ailleurs en parlant du Nord ? il est mort. Il est mort ? Oui. Ah, merde. Oui, bon, on s'éloigne. Aujourd'hui, regardez-nous, nous pouvons être fiers de nous. Nous n'avons pas lâché l'affaire plus d'1 an après. Et oui, en moins de 2 ans, on commence une 3e saison. Oui, c'est Il n'y a bizarre. que nous pour faire ça. Mais ça c'est beau. Car nous, les règles, eh ben, on les encule et peuvent pas crier sur les ondes audio parce qu'il n'y a pas de gardien. La référence, vous l'avez ? Oui. Regardez ce film, La soupe au chou. Et si vous avez écouté le dernier épisode de la saison 2, ce dont je ne doute pas, vous saurez que cette nouvelle saison portera sur les films qui sont inspirés de faits réels. C'est singulier et obscur, ça. Tout à fait. Car on aime partir dans l'imaginaire, mais on aime aussi être parfois terre à terre. Et le premier épisode portera sur les sportifs qui ont existé. Tadam. Donc saut de haie, saut à élastique et saut de meuf seront au programme. Alors remontez vos chaussettes fila, car le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Putain, je te jure. Bonjour, moi c'est Drawer et laissez-moi vous présenter l'équipe du jour. Au complet. Au complet. Quasiment. 3 ans, 2 personnes de perdues. Il fréquente les salles de sport régulièrement uniquement pour pouvoir poster sur Facebook qu'il était dans une salle de sport. C'est Joss, bonjour. Oui, suivez-moi, j'ai déjà 2 likes. Elle a couru pour venir enregistrer le podcast, du coup elle est alitée et absente, c'est Aude. Bonjour. Tu l'imites vachement bien. Il est tanké comme un athlète de marathon en Éthiopie, c'est Adrien. Bonjour en Éthiopie, j'allais dire. Bonjour. Ça se dit bonjour là-bas aussi, c'est pareil. On passe toujours le bonjour aux Éthiopiens qui nous écoutent. Évidemment. Il n'est pas là, mais on pense fort à lui car c'est le seul qui ne voit plus sa tub, pas à cause de son ventre, mais de ses pecs. C'était David. C'est vrai. Salut. Ah putain, tu l'imites vachement bien. Merci. Et c'est le seul à se faire une entorse de la cheville en skate, mais c'est pour faire un ollie, c'est moi. Bonjour moi. Oui, Bonjour. tu n'as pas dit que c'était sur Tony Hawk. Oui, c'est vrai, mais je suis trop vieux pour ces conneries. Et même sur Tony Hawk, qui se fait des entorses. C'est ça. Mon personnage, quand il tombe, il se relève pas. Je suis obligé de rebooter la console. Nous allons commencer par la première rubrique de notre émission où j'ai imposé 3 films avec des sportifs qui ont existé à mes collaborateurs. Et cette rubrique, c'est l'impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Et donc dans l'impose ton style, on va parler de 3 films, du plus vieux au plus récent. Nous allons parler de Marqué par la haine de 1956 réalisé par Robert Wise, des Chariots de feu de 1981 réalisé par Hugh Hudson et de Rush de 2013 réalisé par Ron Howard. Donc on va commencer tout de suite par le plus vieux des 3, donc Marqué par la haine de 1956, Somebody Up There Like Me, très dur à dire. Oh, Likes me. Likes me, c'est vrai, quelqu'un en haut même. Et donc voilà, donc film de Robert Wise dans lequel un petit délinquant, je vous fais le pitch direct, Allez, vas-y. du nom de Rocco Barbella, qui devint champion du monde de boxe des poids moyens sous le nom de Rocky Graziano. Ce nom me rappelle quelque chose. Oui, mais Et quoi oui, donc mais quoi donc Est-ce que... Quelqu'un qui aurait l'œil du tigre, par exemple? Peut-être. Donc oui, donc c'est carrément le film sur lequel s'est inspiré Sylvester Stallone pour Rocky, et Joss me tend le doigt pour... Et je m'inscris en faux. Car oui, j'ai été dans les tréfonds de l'internet et figurez-vous que certainement que le film, oui bien sûr, il a des inspirations, surtout que il y a, je pense l'année dernière, je me suis fait l'exalogie Rocky, enfin il y en a même plus que 6, mais enfin voilà. En fait, oui, il y a des similitudes entre les 2 films, mais le boxeur qui l'a inspiré n'est pas Rocky Graziano Barbella. C'est qui donc alors? Incroyable. C'est Rocky Marciano. Non. Il y a encore un Rocky. Et oui, il y a encore un Rocky italien qui date d'une 20aine d'années après. J'ai toute une page écrite. Hein. Ah ouais, très bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point historique sur lui? Alors, je peux te lancer un jingle. Lance-moi un jingle. Je te lance un jingle du moment historique sur la boxe. Improvisé. De Rocky comment? Rocky Marciano. Marciano. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant.
Voilà, donc le moment historique, en fait j'ai totalement inventé cette histoire pour avoir mon moment historique. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors non, je te fais ça vraiment, j'ai pris aucune note, mais je te fais ça de mémoire. Mais Rocky Graziano, donc c'est celui qui parle de Marqué par la haine. Et pour voir les similitudes, j'ai revu Rocky. Et en fait, dès le début, du coup, je suis tombé des nues parce que c'était Rocky Marciano. Je vais voir. Et effectivement, Rocky Marciano est le champion du monde invaincu dans les années 40-50 à peu près, qui était pas dans la même catégorie d'ailleurs, puisque Graziano c'était poids moyen et l'autre c'était vraiment poids lourd. Et il a des origines un peu différentes. Lui n'était pas un délinquant ni quoi que ce soit, mais par contre, là où il a vraiment marqué la légende, c'est il était invaincu. Ah ok. D'accord, voilà. Il s'est retiré invaincu. Il s'est retiré invaincu. Voilà, merci bien à vous. Eh bien bravo, je t'envoie des applaudissements parce que c'était très intéressant. Ah, mais enfin, en tout cas les similitudes entre Rocky Balboa et Rocky, enfin je veux dire, elles sont très présentes. Oui. Attends, je veux dire, en fait c'est un film où le gars est propulsé au sommet grâce à sa femme aussi. Moi je trouve qu'avant d'être un film de boxe, c'est quand même aussi beaucoup une histoire d'amour quoi. C'est une histoire d'amour, il y a le volet social effectivement qui a été vraiment repris dans Rocky, enfin c'est plus pour moi, Rocky est plus limite une fable sociale d'ailleurs. Oui, c'est carrément. C'est presque tous les films de boxe qui font ça. Ouais. Mais c'est presque, en fait, j'ai envie de dire presque tous les films de sport, souvent, ça parle pas vraiment du sport. Ça parle d'une époque. Ça parle de valeurs. Ça parle de valeurs, de dépassement de soi, voilà, tout c'est ça. Ouais. Du coup, il s'appelle Rocky parce que son vrai nom, c'est Thomas Rocco Barbella, donc c'est un Italo-américain. Donc le Rocky vient de Rocco. Et donc en fait, il se lie d'amitié avec Jack LaMotta. Ça, c'est une petite fun fact que j'ai trouvé sympa. Donc Jack LaMotta, qui est le boxeur de Raging Bull de Martin Scorsese. Et en fait, ils ont été ensemble dans un pensionnat, en fait, dans un centre de redressement pour ados. Et c'est là qu'ils se sont connus. Et on peut voir sur Internet, j'ai regardé un petit peu des interviews. Il y a une interview de Jack LaMotta et de Rocco Barbella ensemble. Ils commandent des matchs de boxe ensemble. Super. C'est juste fabuleux. Ouais. Putain. Ouais. Les mecs, ils habitaient dans la même chambre. Si tu cambriolais une chambre au hasard, c'était pas la bonne. Défoncé, c'est clair. Ouais, voilà. Mais du coup, plus largement, qu'avez-vous pensé du film? Parce qu'on est là pour parler quand même du film. Et cela est vrai. Adrien, parce qu'on n'a pas encore donné beaucoup la parole au Mino. C'est vrai. Mais vous arrêtez pas de me taper depuis tout à l'heure. Mino. Ouais, moi j'ai adoré. Vraiment, j'avais jamais entendu parler de ce film. Si on devait l'inclure dans la saga Rocky, ce serait un des meilleurs de loin, quoi. C'est hyper bien. Il se passe un million de trucs. Le mec a une vie incroyable en fait. Ouais, même à la moitié du film, il y a une petite part de moi qui pensait que c'était la fin. Mais c'est même pas une critique. J'étais content que ça continue. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Non, mais c'est vrai que ça s'arrête jamais, quoi. Il y a chaque fois, quand il a un problème avec la prison, il a un problème avec l'armée, puis il a un problème avec sa femme, puis il a un problème avec son coach, puis Ouais. c'est bullshit de sa vie, c'est un bullshit tout le temps, quoi. C'est ça. Et de tout ce bullshit, il arrive à en devenir champion du monde. Ouais, parce qu'il est marqué par la haine. Mais il est surtout marqué par la connerie. Il est débile un peu. Oui. Enfin, pas débile, mais il est simple, quoi. Il est sanguin, mais aussi c'est un fils de poivreau qui le battait et tout. Genre son père, il a fait un transfert sur lui parce que lui c'était une merde en boxe. Dès le début du film, le film commence sur un gamin qui se fait taper par son père, qui fait le boxeur, et tous ses potes qui se bourrent la gueule en disant tu vas en faire une tafiole, il faut le taper, voilà, et ils lui mettent des tartes avec cette intonation, avec cette accent, en VO, hein. Oui. Et genre même son père à un moment, enfin il lui fait des vacheries tout le temps. Je trouve ça abusé sachant que le gosse il déteste son père, mais il garde quand même un amour. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu ce contraste, et c'est un peu comme Rocky Balboa, quoi. Il a ce côté fleur bleue au fond de lui, cœur tendre un peu, alors que sur scène c'est une brute et il défonce tout le monde, quoi. Mais il est hyper sympathique, même s'il est crétin, même s'il est violent et tout ce que tu veux, on est toujours avec lui, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a pas un moment où moi ça a pas été mon sentiment, tu vois, justement, je trouvais que ça manquait de ce mec est, enfin on va dire humain, tu vois, on voit son côté humain, ok, très bien. Mais à un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi on l'apprécie, ce mec? À quel moment, en fait, il a des actes vraiment... C'est plus de la pitié, je pense, en fait. On a un peu pitié de lui parce qu'il est pas né sous la bonne étoile, tu vois, un petit peu. Et la vie est dure. C'est le syndrome de l'infirmière. Non, mais il a quand même une vie de merde, quoi. Enfin... Non, mais bien sûr. Je trouvais que c'était personnellement un peu... C'est le jeu de l'époque, mais moi ça me gênait un peu, c'est un peu surjoué. Enfin, on a beau dire Paul Newman, bah là c'était dans ses débuts, et je trouve que les traits sont gros, quoi. Tu vois, le film c'est un bon film, on va dire, des années 50, mais il est Hollywood à la race, quoi. Les montages, la musique,
Ouais, mais c'est Je bien. trouve que ça colle pas tout à fait avec l'esprit justement de, je sais pas, du monde de la boxe, tu vois, du truc. T'as l'impression que les musiques sont limite enchanteresses alors que on est dans un univers un peu violent, un peu, tu vois, Bah, un je peu trouve que- décadent. Ouais, les musiques sont un peu théâtralisées, quoi. C'est En ça, fait, c'est c'est l'époque. Bon, mais en très fait, bien. ça dessert un film qui se veut être quand même un peu une. Enfin, en fait, c'est un biopic. Je crois que c'est inspiré d'une Oui. autobiographie Ah, d'ailleurs. complètement, C'est ça, complètement. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, autobiographie, c'est-à-dire qu'il a, lui, il a demandé à quelqu'un de l'écrire, mais enfin, il avait ce qu'on appelle un nègre, quoi, à l'époque, Ouais, voilà. D'accord. Je crois que c'était lui qui l'avait écrite. Non, il a écrit avec une nana. Enfin, c'est une nana qui l'a écrit pour D'accord, lui. ok. Voilà. Enfin voilà, en tout cas, c'est 100% inspiré de faits réels. Voilà, c'est un peu le but de la saison du podcast. Mais surtout, enfin, c'est vachement romancé quand même, tu vois. Donc le film a une dimension narrative qui est quand même assez importante. Et heureusement, parce que je pense pas que tu puisses faire un film si tu restes calé sur la réalité à 100%, quoi. Il y a des moments où il faut faire un petit peu des envolées lyriques ou des trucs comme ça, ou des moments avec un petit peu de comédie romantique, un petit peu, enfin tu vois, mettre un peu l'emphase sur ça. Je reviens encore sur sa femme parce que moi je trouve que ce film est quand même un petit peu un petit peu féministe, mais dans le sens où ouais, c'est sa femme qui l'amène au sommet. Sa femme, elle est super compréhensive alors que elle souffre le martyre de voir son mec se faire défoncer la gueule, alors que le mec n'a aucune formation de boxe, c'est juste le combat de rue et la haine qu'il a fait se retrouver sur scène. Et quand tu la vois écouter la radio, parce que ça aussi je trouve ça formidable, comme c'est un vieux film, Oui, ils regardent pas les retransmissions à la télé, et ils écoutent tous à la radio. C'est et ça c'est excellent. Donc même sans les images, elle s'imagine le pire du coup. Elle s'imagine son mari mort par terre et tout. Enfin, c'était. Et Pour on, moi, et on- et on écoute la radio avec elle en plus. Oui, Parce oui, qu'on ouais. voit, Oui, à aucun moment on voit le combat quand Ouais, elle c'est écoute ça. la radio. On écoute la radio Et du avec coup, elle ça et fait, on a la même imagination. on a C'est vraiment ça, du coup, le ça hors-champ, stimule ouais. l'imagination, C'est c'est ça. formidable. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des meilleures scènes du film, une espèce de scène de révélation. Elle le réconforte. Oui. Elle le réconforte, voilà, d'un truc. Et on s'aperçoit que là, comme elle dit, je crois d'ailleurs que c'est quasiment dans la même scène, elle dit j'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un poids moyen. Oui. Et Ça, je trouve ça s'ensuit ce vachement beau, moment, voilà, s'ensuit ce moment où vraiment il sent que là, elle est impliquée Oui. enfin, outre leur vie maritale, vraiment dans sa carrière, Oui, c'est ça. Ouais. qui fait partie de sa vie, quoi. Et j'ai trouvé cette scène. Celle-ci, tu vois, elle était, on va dire, en subtilité. C'est la scène avec la lampe. C'est la scène avec la lampe, Ouais. c'est exactement ça. Elle est vachement bien. Et cette scène. ouais, cette scène C'est vraiment. fou parce que c'est pas grand chose, Non. mais elle est tellement forte en symbolisme et ils appuient pas dessus comme des bœufs en disant ah t'as vu. Exactement. C'est juste là tu vois tu fais ah ouais ok là Ouais. tout est clair quoi. Voilà. Là, Je suis d'accord, bah tu vois ça fait plaisir que parce que moi c'est une des scènes du film qui m'a le plus marqué aussi. Ah oui, complètement. C'est vraiment Ouais, la je scène trouve, déclic, c'est fou. Ouais. Ouais. Donc, C'est fou parce ouais. que c'est très subtil. Ça a l'air anodin, mais et Ouais, pourtant, ouais, voilà, ouais, ouais. carrément. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que je regarde 2 fois les films. Avant, à chaque fois, je les regardais. J'ai fait qu'un seul visionnage pour le. Tu l'as pour maté le 2 fois podcast. du coup. Je Sérieux l'ai maté Ah. 2 fois. Ok. Voilà, je l'ai maté à 1 mois d'écart à peu près. Enfin, Ok. bref. Et du coup, vraiment, tu vois, c'est une scène qui m'avait marqué et tu vois, je l'ai renoté. C'est que Ouais. vraiment, c'est pour dire que c'est pas Non, rien non, cette c'est scène. une super scène. Ouais. Ouais. Du coup, il t'a bien plu. Parce que- Oui. C'était pour l'exercice. Ah ouais. C'est pas forcément. Non, je les ai revus. On va dire pour les avoir frais et pour en D'accord. avoir un deuxième avis. Des fois, c'est Du coup t'es mitigé sur le film, c'est ça? mitigé. Pour moi, c'est un film qui se regarde comme ça, mais je trouve que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est peut-être voilà, c'est peut-être un peu le surjeu. C'est peut-être la réal de l'époque. Personnellement, la première moitié du film, je l'ai trouvé un peu longuette. Je m'attendais plus à ce qu'on, enfin, je sais pas, à ce qu'on voit de la boxe un peu plus vite. Je trouve qu'on s'attarde un petit peu sur ces désagréments sur ces, ouais. Et paradoxalement, il y a des ellipses qui m'ont gêné. Par exemple, il y a l'ellipse où il passe 1 an, on va dire, en tôle Ouais. pour apprendre la boxe, etc. Enfin, pas pour apprendre la boxe, mais il y apprend la boxe. Et tout ça, on ne le voit pas. Et ça m'aurait vachement intéressé. Ouais. Je trouve qu'il y a des moments qui sont là, qui illustrent ce qu'il est, mais on l'a déjà compris. Tu vois? Bah, c'est juste des disons- redites. Mais disons quand même, il faut, je trouve ça quand même super important faut pas oublier que ça reste un biopic quand même. Oui, Même si c'est un biopic romancé. Ça, ouais. Et je pense que si dans ta vie t'as été en prison 2 fois, t'as été en maison de correction, t'as été à la guerre, t'as envie d'en parler quoi. T'as envie de le mettre sur les images. Ouais, Et limite le truc d'apprendre la boxe et tout, tu vas faire quoi? Tu vas faire des scènes où il tape au punching ball. Il y a une scène où il tape au punching ball où tu vois qu'il a de la dextérité. T'as plein de scènes où il tape sur des gens sur scène.
t'as des scènes où il s'entraîne, mais c'est pas ça enfin, moi en tout cas personnellement, hein, moi c'est pas ça que j'ai envie de voir. C'est vrai que ça aurait pu être cool, hein, de le voir, je dis pas, mais je pense qu'en termes de réalisation, ça aurait pas pu être quelque chose de fou en fait, tu vois, c'est pas comme quand tu vois Rocky taper sur un sac de viande ou un truc comme ça, mais là t'as vraiment envie de le voir lui, voir comment il s'en sort, comment il échappe au service militaire qui le cherche alors qu'il a déserté, c'est ce genre de truc. C'est là où c'est intéressant. Moi je trouve que c'est toutes ces embûches qu'il a dans sa vie et qu'il essaye d'échapper, qu'il essaye de raccommoder pour arriver à combattre et arriver à se faire de la thune. Parce qu'à la base, c'est un mec qui vit dans la pauvreté qui veut se faire de la thune. Oui, son seul motif, c'est je veux me faire $10, même si je dois me faire casser la gueule, donne-moi mes $10, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé. C'est marrant que tu trouves le début un peu longué, parce que je trouve que la deuxième partie du film, c'est une comédie. À fond. Et quand il y a l'entraîneur et la femme qui vient le voir s'entraîner et qui fait semblant de pas trop être violent et tout ça, j'ai l'impression que la deuxième partie du film, il y a des moments d'humour. C'est une comédie. Le coach, il a un petit côté un peu humoristique, quoi. Rocky, il faut que tu cesses de faire toutes ces histoires avec Norma. Oh, vous cassez pas la tête pour nous. Ah oui, regarde-toi donc un peu. Oui, bah quoi? Regarde tes yeux. Ils sont plus clairs que ceux d'un bébé, mes yeux, j'ai même pas un cerne. Est-ce que tu as vu déjà des hommes qui n'avaient pas de cernes sous les yeux jusqu'à présent? On ne t'a jamais dit que tous les hommes de ton âge devaient avoir des cernes sous les yeux? Tu veux tendre la main? Écarte bien les doigts. Solide comme un roc. Mais où est-il le petit tremblement que toi et moi, tout être normalement constitué, devrait avoir? Tu veux me le montrer, Rocky, ce petit tremblement? Rocky, il faut que tu cesses de faire ces histoires avec Norma. De deux choses l'une, laisse-la tomber. Ça alors, y a rien à faire. Ou épouse-la, Rocky. Question. Alors, avez-vous reconnu la voix du coach en VF? Alors non, puisque je l'ai regardé en VO, donc là j'ai pas fait attention. Allez, on va dire Roger Carrel du coup. Non. Tu l'as toi, Adrien? Non, pas du tout. C'est Louis de Funès. C'est pas vrai. Si. C'est incroyable. Le coach, c'est Louis de Funès qui fait la voix VF. Génial. Mais déjà, on dirait que c'est lui en VO aussi, en fait. C'est vrai, physiquement, il le ressemble un peu. Ouais, il y a un truc. Ouais, j'aime bien le côté non mais si tu sais pas quoi faire, marie-la. Ça va te faire des bouches à nourrir, ça va te concentrer sur ton métier. Tu seras obligé de gagner de la thune. D'ailleurs, c'est pas le seul film de sport dans lequel il y a ce petit conseil. Ah bon? Ah ben oui, on en reparlera. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas. Ah tu verras. Ah, okay. T'as pas vu tous les films. Il y en a un sur les deux autres dans lequel j'ai dormi. Ah, ok, donc du coup, je vous donne mon avis vu que vous attendez ça avec impatience. Oui, évidemment. Moi, j'ai adoré aussi et je me faisais la réflexion pendant le film, en train de me dire déjà, c'est clairement une inspiration pour Rocky Balboa et pas Marciano pour moi, mais bon bref, je pense qu'ils sont quand même clairement plus... Même dans les fringues, hein. Dans les fringues, il y a des moments où on dirait que c'est lui. Ah ouais. Dans l'intonation, en fait, il y a des moments où il parle un peu la bouche en cul de poule. Ouais. Tu sais, et c'est totalement Rocky, enfin en tout cas en VO, il y a ce truc où il parle un peu comme ça, tu vois, et ça c'est... Et puis surtout aussi son collègue, pas le coach, mais un autre qui est avec lui, c'est Mickey, c'est pareil, enfin, je trouve qu'il y a le triptyque Adrian, Mickey et Rocky. Tout à fait. Et c'est pareil, quoi, c'est un film social avec l'ascension d'un americano-italiano. C'est ça, qui sort un peu de la pègre. Exactement. Et j'ai trouvé ça formidable, et pendant le film, je me disais, mais putain, mais est-ce que je préfère pas ce film à Rocky en permanence, tu vois? C'est tellement bien, quoi. Putain, mais c'est tellement bien. Et Paul Newman, excuse du peu, même si c'est ses débuts de carrière, le gars, il a une gueule de fou. Mais alors c'est beau gosse. Winner. Mais quand tu vois aussi le Rocky Barbella, c'était un beau gosse aussi, hein. Vous avez regardé, vous avez regardé sa gueule sur YouTube? J'ai vu, je suis tombé sur des photos. Il lui ressemble, franchement. Et je trouve qu'il y a une évolution en plus de Paul Newman au fur et à mesure du film. Au fur et à mesure qu'il prend des coups sur la tronche, son nez s'épaissit et compagnie. Et je trouve que les maquillages sont plutôt bien faits parce qu'on les voit pas alors qu'il y a des plans très rapprochés sur lui. Et donc, ouais, j'ai trouvé le film vraiment super et je trouvais qu'il y avait une énorme poésie qui se dégageait de ce film, outre le fait que c'était quand même un film sur la tatane dans la gueule, la pauvreté, la misère et tout. J'ai trouvé très émouvant et très très bien ficelé. Et puis le Paul Newman, je trouve qu'il a vraiment cette candeur et je trouve que ce rôle il lui va à merveille. Et d'ailleurs ils ont vraiment cherché un beau gosse. J'en profite pour caser une petite anecdote. Ils cherchaient un beau gosse pour jouer ce boxeur. Est-ce que vous savez? Oui, j'allais rebondir dessus, donc laissons-le à Adrien. Adrien, on te laisse deviner. Hein? Qui est-ce qui aurait dû avoir ce rôle? Qui est-ce qui aurait dû avoir le rôle de Paul Newman? Putain, un acteur de ces années-là. Mais il est très connu et il a eu un accident de voiture
Ah merde, c'est Kurt James Cobain, Dean qui aurait dû C'est faire James ça. Dean. C'est qui James aurait dû Dean, faire ça. Ouais. tout à fait. James Ah, Dean. mais j'aime bien Paul Newman là, du coup. Je vois personne d'autre. D'accord. Parce qu'en fait, il est mort donc le 30 septembre 55. Et donc le film date de 56, tu vois. Donc c'est D'accord. vraiment. Ouais. Voilà. Donc j'ai trouvé ce film vraiment excellentissime. Je me suis régalé. En plus, moi, j'adore les films de combat. Donc d'ailleurs, je recale un petit fun fact. J'ai pas mal de petits fun facts. Ouais, voilà. vas-y. Notamment qu'il y a Steve McQueen dans le film. Oui. Qui n'est pas crédité, mais qui est dans le film. En tout début, dans Les Malfrats, en fait. Il est pas c'est sa crédité, toute pourtant on le première voit quand même. Parce que c'est sa toute première apparition Ouais. à l'écran, et du coup, c'est voilà. Donc vous avez vu que dans le film, il y a 2 combats contre Tony Zale, donc le grand Ouais. champion en titre, voilà. Et dans la vraie vie, il y a eu un 3e combat, une 3e rencontre, suite à laquelle il s'est retiré, voilà. Et dans ce 3e combat, eh bien, il a perdu, notre Rocky, voilà. Il a perdu par KO au 3e round. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans le film. C'est ça. C'est ça. J'aimerais avoir votre avis sur souvent dans ces films, généralement on a un grand moment de tension ou de d'épicness comme on dit à la fin du film. Enfin tu vois, le dernier combat. Ouais. Personnellement, j'ai pas senti vraiment de souffle épique dans le dernier combat. Tu vois, je trouve que en termes de rythme de montage, t'as l'impression qu'il est un peu d'un seul tenant. Je sais pas si ça vous a fait ce truc. Enfin, tu vois, j'étais pas à serrer le poing à me dire enfin, tu vois. En fait, c'est ouais. toujours un peu pareil. C'est un peu comme dans Rocky quand il se bat contre Apollo Creed. Il y a tout sur ce côté où il se fait casser la gueule dès le début et à la fin, tout d'un coup, il se relève et il lui casse la gueule à son tour. Tu vois. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que l'architecture était plus ou moins pareille. Elle est- tirait un peu moins en longueur parce que sur Rocky, ça tire quand même bien en longueur. Et alors que là, beaucoup moins, quoi. Ouais. Mais et du coup, si tu veux, voilà, j'ai senti le truc un peu, enfin, bon, on va dire cousu de fil blanc, mais je pense que c'est finalement plutôt ces films-là qui ont posé les jalons avant, évidemment, les classiques, tu vois. S'il n'y avait pas eu ces films, Rocky n'aurait pas été le même du tout dans le montage et voilà. Mais c'est vrai que du coup le dernier combat tu dis bon bah il va le battre, enfin tu vois tu t'y attends. Oui, bien sûr. Sinon c'est pas drôle s'il se fait casser la gueule et que ça termine sur ça. Enfin quoi que ça aurait mais pu tu en sais, même temps. ouais. Après c'est vrai que ça fait une très grosse happy ending avec la fin tout le monde le célèbre. À la fin tout le monde est riche, tout le monde est célèbre, enfin on dirait la parade de Star Wars, tu sais. Et d'ailleurs je trouve ça d'ailleurs c'est là où il a sa réplique qui est le titre du film en VO. Ça c'est gênant, faut pas faire ça. Ouais. C'est ça. Mais il termine par ça pour faire vieillit ça. C'est un peu comme quand tu parles de ton thème en impro. Oui, c'est ça. Et ouais, d'ailleurs, je trouvais que le quartier, ça faisait très le quartier dans Le Parrain, les quartiers italiens de New York. Mais de Rocky aussi. Là, comme j'ai vu Le Parrain récemment, c'est pour ça que je pense à ça aussi. Mais c'est là le quartier, il est animé alors que Rocky, il est beaucoup dans le quartier de nuit. Et là, il y est beaucoup dans le quartier de jour. Il y a tous les marchés, il y a tous les gens qui le voient, qui font Rocky machin. Ils discutent avec tout le monde. Et il est quand même moins loser que Rocky en fait. Oui, complètement. Saviez-vous que Robert Wise a fait un autre film de boxe 7 ans auparavant qui s'appelle Nous avons gagné ce soir? Ouais, j'en ai du coup en me renseignant un peu effectivement j'ai vu ça et il est tout aussi bien voire mieux par Tu l'as vu? Non, deux fois. Non, vu deux fois en un mois. Ouais, non, mais c'est ce que je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que j'en ai lu apparemment. Souvent, le film était déjà très ce film-là était déjà très apprécié avant. Et j'ai une petite question. Quel est le point commun entre Joss et Paul Newman? À part la beauté. Oui, évidemment. Ils surjouent tous les deux. Non, il y a un vrai point commun. Le daltonisme. Oh. Oui. Écoute, Paul voilà. Newman voulait être pilote de chasse et il n'a pas pu à cause de son daltonisme. Je savais pas que t'étais daltonien. Combien j'ai de doigts là du coup? 8. Et effectivement, je ne suis pas pilote de chasse, ça nous fait un deuxième point commun. Waouh, pas mal. Et j'en profite pour faire un deuxième point historique sur Paul Newman. Si vous me permettez, bien évidemment. S'il y a un générique, moi je prends. Ah bah alors c'est parti. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. On a failli oublier de chanter, quoi. On est vraiment des sacs. Donc oui, j'avais envie de faire un petit point historique sur Paul Newman, qui est quand même un acteur légendaire et qui est formidable. Et je ne connaissais pas, et je crois que c'était mon deuxième film avec lui, et le premier film que j'avais vu avec lui, c'était La Classe américaine. Donc ça compte pas vraiment. T'avais vu Cars quand même. Cars. Il jouait son meilleur rôle. La vieille voiture avec la moustache. Ah ouais. Putain, il était méconnaissable. Le make-up artist était vraiment le maquillage sent bon. Donc Paul Newman est né en 1925 dans l'Ohio et mort en 2008, donc vraiment pas il y a pas très longtemps, d'un cancer des poumons dans le Connecticut. Il est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain.
Donc je voulais vous parler de ses à côté, plus que son côté d'acteur, qui sont vachement intéressants. Et que je trouve que l'homme le plus classe du monde, c'est bien lui et pas John Wayne. Ouais. Voilà, remettons les pendules à l'heure. En effet, c'est un philanthrope qui a créé un centre pour aider les toxicomanes et alcooliques suite, et là c'est excessivement triste, au décès de son fils, qui a fait une overdose à 28 ans, Scott Newman. Il crée aussi une marque de produits alimentaires où les bénéfices sont reversés aux organismes qui prennent en charge les enfants atteints de cancer ou de maladies du sang. Il participe à des conférences pour le désarmement nucléaire. Il est contre les inégalités salariales entre hommes et femmes et reversa une partie de son salaire à Suzanne Sarandon, entre autres, sur le tournage de L'Heure Magique. Voilà, il trouvait qu'elle était sous-payée, du coup il a reversé son salaire, donc ça c'est plutôt classe. Il défend aussi les droits des homosexuels dans pas mal d'interviews. Enfin, donc le gars est partout. Et à côté de ça, et ça je trouve ça vraiment trop marrant parce qu'il y a toujours, on trouve toujours un dénominateur commun entre les trois films qu'on a, enfin en tout cas au moins deux, c'est que c'est un passionné d'automobile de course. Dis-moi pas. Oui. Et donc ça fait le lien avec Rush, dont on va vous parler plus tard. Il a participé aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Daytona, et il a même créé sa propre écurie de Can-Am. Donc la Can-Am, c'est de la course automobile avec des voitures prototypées. Tout à fait. Et il y a souvent des vidéos sur internet, c'est sponsorisé Red Bull, etc. qui montrent du Can-Am avec notamment le patron de la marque DC Shoes. Tu vois ce que c'est? Ouais, bien sûr. Il est super connu pour être aussi un super pilote de Can-Am, de faire des vidéos. Voilà. C'est énorme. Mais tu vois, j'aimais bien Paul Newman avant, et maintenant il m'énerve un petit peu. Il est trop parfait. Il est trop parfait, tu vois, le gars. C'est ça. Enfin voilà, donc je voulais parler un petit peu de cet acteur qui est excessivement beau gosse, et on peut être très beau gosse et être une belle personne aussi à l'intérieur. Et daltonien. Et daltonien. Ah voilà, il est pas parfait. C'était ça son défaut. Bon, je vous propose de passer au film suivant, les amis, si vous êtes d'accord. C'est Les Chariots de Feu de 1981 de Hugh Hudson. Et de quoi ça parle, Les Chariots de Feu, Adrien? Allez, c'est l'histoire de deux Anglais qui sont excessivement anglais et qui vont dans dont un Écossais. Ouais, mais c'est pareil, c'est les Britanniques. Quoi. Oui. Et ils vont dans une école excessivement anglaise. Il y en a un des deux qui joue du rugby anglais. Et les deux sont passionnés de course et un petit peu pas en conflit, mais en rivalité. Et c'est le film le plus anglais que j'ai vu de toute ma vie. Il est livré avec un sachet de Earl Grey. et un pull sur l'épaule. Tu lances le film, ça sent la viande bouillie et la sauce à la menthe. Donc ça se passe en 1924 et c'est inspiré donc des Jeux Olympiques de Paris. Oui. Voilà. Oui. Donc ce sont deux vrais athlètes d'athlétisme qui ont fait donc les Jeux Olympiques de Paris. Et ça parle de ces deux zigotos. Entre autres, puisqu'il y a quand même l'équipe autour, il y a tout un. Oui, mais bon. Mais effectivement, les focus sont mis sur ces deux personnages. Alors, il faut rappeler, vu qu'on parle de personnages réels, c'est important de le souligner. Ouais. Et donc, avez-vous pensé de ce film, Les Chariots de Feu, les amis? Honneur à toi, tiens, pour une fois. Ah, bah d'accord. Oh, bah. C'est gentil, Oui. j'apprécie. J'ai trouvé ce film chiant à crever. J'avais envie de crever tout le long. Non, franchement, le film commence super bien avec la musique de comment il s'appelle? Vangelis. Vangelis, c'est ça, Les Chariots de Feu. Et on l'a d'ailleurs, la musique, on va vous la faire écouter. Vous la connaissez. Tout le monde la connaît. Ça donne pas envie de courir au ralenti? Si. J'ai envie de m'envoler tel un albatros. Mais tu peux pas, t'es daltonien. Je ne serai jamais un albatros. Je ne serai jamais un albatros. C'est dur à dire. Cette musique qui a gagné un Oscar. C'est mérité. De la meilleure musique. Après, le film a gagné 3 autres Oscars et ça, c'est beaucoup moins mérité. Enfin, voilà, on va pas l'écouter en entier non plus, mais voilà, c'est effectivement une très très belle musique et elle mérite son Oscar tout à fait. Voilà, le film commence bien parce qu'on commence direct sur cette musique et moi je m'attendais à ce que ce soit la musique finale en fait. Donc maintenant direct il te la sert pour ça. Ah, là je fais ok, bon d'accord. Je l'ai entendu énormément parce qu'en plus voilà, comme vous le savez, je fais du théâtre d'impro Joss aussi et c'est de la musique qu'on entend à chaque match, clairement. Oui, voilà. Voilà, elle est très souvent. Au début, au milieu, à la fin, n'importe quand, mais on l'a. Voilà, c'est ça. Pour sur le sport spécifiquement ou sur c'est souvent sur un exercice où on doit courir au ralenti en fait. D'accord. Voilà. Pourquoi? Pour montrer nos talents de mime. Et ouais, voilà. Donc j'ai trouvé le film
ouais, j'arrivais pas à m'intéresser à leur vie, en fait, à ces deux gars. Ça m'intéressait pas. Ça mettait beaucoup en scène les scènes de sport. Au final, il y avait beaucoup de moments où ils couraient. Et j'ai trouvé que c'était pas très bien mis en scène, en fait. Je trouvais que enfin, c'était super rapide. Alors, tu me diras, alors, non, c'était pas super rapide. Le truc, c'était justement le contraire. C'était que, les courses sont rapides fatalement, tu fais du sprint, tu fais du saut en longueur, du saut en hauteur, du saut à la haie, je vais y arriver, mais ils mettent des slow motion putain de partout. Le moindre truc c'est un slow motion quoi. Là c'était l'enfer et du coup ouais, je sais pas, j'ai pas accroché. Je pense résumer ton truc, c'est ce que je m'étais noté. Je trouve le début fouillis. Ouais, je sais pas, pourtant enfin j'ai pas de problème avec les films tu sais les films lents ou les films tu sais même fouillis, durs à comprendre avec mais je comprenais pas, enfin j'arrivais pas à me dire ouais OK, ça m'intéresse de savoir qu'un gars veuille pas courir le dimanche parce que Dieu n'est pas d'accord, tu vois. Je veux dire, j'en avais rien à foutre en fait. À la limite, c'était l'un des seuls moments d'histoire du film. Ouais. C'est l'une des seules problématiques du film, c'était ça. Ouais. Et du coup, ça me fait presque un peu chier d'en parler, même tellement je l'ai pas aimé, quoi. Ouais, on passe à l'autre. Ouais. Voilà. Non mais t'as pas aimé non plus. Comment ? T'as pas aimé non plus ? Ah, je l'ai vu 2 fois. Mais je l'ai pas aimé 2 fois. Vas-y, je te laisse la parole parce que moi j'ai pas grand chose à rajouter. Ouais. Alors, donc pour résumer, donc on a une. Je sais pas si c'est non, c'est peut-être pas une première moitié, mais il y a au moins une demi-heure de présentation des personnages où en fait, effectivement, c'est ça, on a des flashbacks et puis on revient et puis on sait pas de qui il s'agit vraiment. J'avais même pas lu le pitch, si tu veux, justement, pour voir. Souvent, c'est ce que je fais, c'est-à-dire vraiment, je reste en dehors de ça pour voir où le film veut en venir. Et là, je comprenais pas vraiment où on voulait en venir. Je voyais pas vraiment les tenants, les aboutissants. Au bout d'un moment, bon, ok, très bien, on a compris. Il y a plus ou moins 2 personnages, etc. Mais effectivement, le rythme, il est assez plat en fait. Il est assez plat, il est un peu monocorde. Là où on veut en venir, au JO, etc. Ben très bien. Je trouve que l'antagonisme, il est fouillis, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à battre qui sont les Américains et finalement qu'on nous présente pas. L'autre personne qui se retrouve à être un peu en rivalité, enfin les deux qui se retrouvent en rivalité, finalement ils sont plus ou moins dans la même équipe. Alors où est-ce qu'on va quoi ? En fait, c'est pas une histoire de rivalité. Là où il veut vraiment en venir, le film, c'est que c'est un film, un des seuls films, je pense, qui mélange sport et religion. Oui. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre en fait dans le film, tu vois, que c'était vraiment le point, c'est que chacun mène son combat religieux à son niveau et sur 2 niveaux, enfin de religions différentes, tu vois. Donc il y en a un qui est juif, l'autre très très catholique. Au final. Je trouve que c'est même pas creusé en fait. La partie mec catholique qui veut pas courir le dimanche, ça on l'a clairement, à un moment donné c'est une grosse partie du film. Voilà. Mais le mec qui est juif, il y a un dialogue qui en parle. C'est en filigrane. Et on sent pas l'oppression des juifs ou quoi que ce soit. Au final, c'est jeté un petit peu comme ça et on n'a rien là-dessus. Effectivement. En plus, tout est tiré en longueur, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de dialogues où tu te dis, bon, les gars, avancez un peu, quoi. J'ai trouvé ça toute l'ironie du truc, quoi. Le film avance pas. On est un film sur la course. Et en plus, c'est un film lent. Alors que c'est un film sur le sprint, quoi. Pourquoi il est aussi apprécié, ce film, du coup? Parce qu'on va passer pour des blaireaux, là. Parce que, je pense que, c'est ça, mais. Alors, il a gagné. Donc, meilleur film, meilleur scénario original, meilleure musique, meilleur costume. Pour les shorts. Les shorts blancs, c'est vrai que sont bien réalisés. Non, mais si, la production value du film, quand même, on a l'impression d'être 50 ans avant et au JO, c'est bien. Le stade de Colombe, là, parce qu'on voit que c'est écrit partout. Enfin, si, on voit quand même que c'est effectivement, bien fait, mais c'est chiant. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour le. Je pense que c'est un peu comme l'effet Rocky, c'est-à-dire qu'on s'attend peut-être juste à un bête film de sport et que on a vraiment un message derrière. Là, tu vois, c'est justement sur ces 2 personnages qui luttent pour leur religion, on va dire, à le travers sport, le passe au second niveau. Exactement, et que peut-être un peu pour l'originalité du thème, tu vois, c'est ce qui a fait un peu dénoter le film. Après, je suis d'accord avec vous. On se met un petit extrait ? Allez. Mon plat préféré, s'il vous plaît. Ah, bien. Oui. Pour 2. Avec plaisir, monsieur. Qu'est-ce que j'ai commandé ? Surprise. Vous aimez courir ? C'est une obligation. Une arme. Contre quoi ? Être juif, je suppose.
Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas juive. Vous ne poseriez pas la question. Vous plaisantez. Mais tout le monde se moque de cela. Les pieds de porc anglais, madame. Oh mon Dieu. C'est à peu près le seul moment du film où on parle du fait qu'il soit juif. Ouais. Et on nous dit spécifiquement, mais on s'en fout. Ah, ok, très bien. Ouais, c'est ça. On lui reproche des fois dans certains moments du film. Donc effectivement, ça revient une ou deux fois, mais enfin. Alors moi j'ai noté un truc que j'ai trouvé marrant, c'est qu'à l'époque ils faisaient des starting blocks avec une truelle. Oui, et ils ça, creusaient dans le sol. Au début, super rigolo. D'ailleurs, on a l'instrument au début, on se demande à quoi il va servir ce Ah, truc-là. ça. Je me suis dit, Est-ce bah, qu'ils vont se mettre il va- des coups de truelle dans la gueule? C'est ça, ouais. Ce film, pour moi, pour finir, manque en fait d'audace, de souffle épique, tu vois, en fait de rythme. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en fait, surtout que le souffle épique, tu l'as au début du film. Ouais. En fait, la course au début du film, on est sur la plage. Ouais. Là, je trouve qu'il y a un côté épique parce que la musique Ouais. et tout, machin, c'est excellent. Mais après, putain, mais même la scène où J'aurais aimé entendre plus cette musique d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais même la scène où il court là dans le bâtiment pour faire le tour avant qu'il soit midi, Ouais. tu vois, ça, elle manque de puissance, elle manque de force. Enfin, tu vois, Ça va encore, là, je trouve. En fait, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on nous vend, pendant la première partie du film, une rivalité entre les deux mecs qui se connaissent pas, en fait. Il y en a un qui est rugbyman professionnel et l'autre, il est dans une école. Et du coup, ils se croisent jamais. Ils sont un petit peu en rivalité parce qu'il y en a un qui entend parler de l'autre. Et à la fin du film, enfin, même pas à la fin du film, à la moitié du film, on dit, bon, bah, ils vont faire deux catégories différentes. Et du coup, il y a même plus de rivalité et il y a même pas d'amitié non plus. Et au final, tout ce qu'on nous a raconté au début, ça sert à rien. À la limite, tu fais un film sur l'un des deux, mais tu nous vends pas une rivalité pour l'abandonner au milieu du film. C'est un peu ça. Je me rappelle aussi que j'ai eu un peu un sentiment, on va pas dire de rejet, mais j'ai pas forcément besoin d'une grande identification, tu vois, mais voir cette espèce d'intelligentsia anglaise, tu sais, tu te sens tellement loin de ces mecs-là. Tu te dis, ils étaient vraiment privilégiés et c'est comme ça qu'ils accédaient certainement, tu vois, aux hautes sphères du sport. J'avais pas une grande empathie pour eux, en vérité. Oui, c'est vrai. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous serez capable de me citer un autre film de sport qui lui aussi a obtenu 4 Oscars? Je tente Rocky. Je sais qu'il a eu, je pense qu'il a eu oui, il a eu un Oscar, mais je pense pas qu'il en ait eu 4. Non, peut-être pas 4. Titanic. Il nage à un moment. C'est vrai. Le crawl. Gladiator, c'est du sport. Oui. C'est du MMA. Avec des tigres. Avec des tigres et des glaives. Non, c'était $1 Million Baby. C'est un film de boxe aussi. Mais oui, effectivement. Je savais pas qu'il avait été oscarisé, mais ça m'étonne pas. Film de boxe qui se passe beaucoup dans un lit d'hôpital. Ah si, j'ai un conseil qui est pas un conseil sur la musique de ce film. C'est regarder l'ouverture des JO de 2012 à Londres. Il y a Mr Bean, oui, qui joue le mec au piano qui fait juste la note qui fait le dum 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 dum. Et c'est hilarant. C'est un sketch de 6 minutes qui vaut 3 fois le film. Alors il y a plus de rythme. Alors vraiment, si j'insiste, il y a vraiment des fans des chariots de feu qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous écrire ou nous insulter sur Instagram. Oui, on veut votre avis, on veut. Non mais clairement, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'on a loupé, quoi, parce qu'on a. Oui, on est passé à côté. On est passé à côté de quelque chose, clairement. Voilà. Donc aussi le titre, savez-vous d'où ça vient, ce titre, Les Chariots de Feu? Même pas. Voilà. En fait, c'est une évocation de la nation britannique car il s'inspire d'un poème de William Blake contenant le vers suivant: Bring me my chariot of fire. Bring my chariot of fire. Ce film est encore plus anglais que ce qu'il oui, était déjà. J'allais dire exactement ça. Adrien disait qu'il était tellement anglais, mais voilà. Il est so british. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, vu qu'on est 3 à pas avoir aimé, on va pas s'étendre dessus pendant 40 ans. Regardez un autre film. Non, c'est méchant, mais. Pour la culture et pour la musique, et ça se trouve c'est nous les cons. Non, les gens nous les cons, je pense, parce que après tous les films oscarisés sont pas non plus toujours des chefs-d'œuvre, enfin je veux dire. Bon. Nous allons passer au troisième et dernier film qui, je pense, va inverser peut-être la tendance. Nous allons parler de Rush, film de Ron Howard de 2013, qui nous parle de quoi, Joss?
Eh bien, il s'agit d'une grande rivalité entre deux champions de Formule 1 dans les années 70 et le focus est beaucoup fait sur une année, je crois que c'est l'année 75, entre Niki Lauda, un Autrichien, et James Hunt, un Anglais, qui ont des personnalités complètement différentes. On a d'un côté quelqu'un de très fêtard, de mondain, un peu insouciant, et à côté de ça, on a extravagant, et à côté de ça, on a donc l'Autrichien, hein, le rat, effectivement, qui n'est pas beau et qui est très calculateur, très froid, assez antipathique en vérité, très méthodique surtout dans son travail. Très méthodique, oui, tout à fait, voilà. Donc voilà, on va suivre leur rivalité et au-delà évidemment, on va beaucoup voir leur vie. D'accord. Voilà. Merci Joss. Du coup, on va rester avec toi. Joss, qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Je ne dirais pas que c'est, on va dire, un grand film, mais je ne regrette absolument pas mes 4 heures de visionnage de... Ah oui, tu l'as vu 2 fois. 2 fois, non mais oui. Et non, vraiment, j'ai pris... j'ai pris mon pied. On va pas aller jusque là. C'est pas un grand film, mais c'est un très bon film de spectacle. Tu sais qu'il est noté plus de 8 sur MDP. Ah non mais pour un film de F1 quand même. C'est ça. Et pour la petite histoire, je suis pas un fan de F1, mais j'ai subi la F1. Pardon papa, je te l'ai jamais dit. Mon père qui adorait regarder la Formule 1, qui m'a emmené voir de la Formule 1 au Grand Prix de Barcelone, etc. Est-ce que c'est bien la F1? On se fait chier. Ah ouais. En fait, les voitures passent tellement vite. Vraiment, j'étais dans une chicane à chaque fois, et même dans la chicane, poum, ok. Parce que ça monte à combien? 200 combien? Ça peut monter 300, non? quasiment jusqu'à 300. Dans les circuits, ils sont rarement à plus de 300. Okay. Ouais. C'est déjà, même en ligne droite, c'est 280. Enfin bon, de ce que j'en sais, tout ça, mes vieilles connaissances, quoi. Mais et tout ça pour dire que là-dessus, Ron Howard fait un super travail. Alors moi, on va dire, j'ai une tendresse pour Ron Howard parce qu'il a réalisé un des films de mon enfance qui est Willow. Oui. Voilà. Il a un gland dans la main. Et comme dans ton enfance. Exactement. Bon voilà, Ron Howard qui est pas un grand réalisateur mais un bon réal, ça a peut-être pu jouer. Et toujours est-il que j'étais très agréablement surpris par ce film qui est divertissant, qui est coloré, qui est rythmé, qui est vraiment intéressant de bout en bout. Voilà, j'étais pas passionné, mais enfin vraiment j'ai passé un super bon moment quoi. Ok, merci. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec un petit extrait avant de demander l'avis d'Adrien, que je connais déjà parce qu'il m'en a parlé quand je lui ai annoncé que le film était dans la sélection. C'était dans le podcast d'avant d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. On avait cru comprendre que vous aviez eu un accident. Si on veut. J'ai eu un différend avec un autre pilote. On peut appeler ça un accident. C'était indifférent à propos de quoi? Ça vous regarde pas? Pardon. De sa femme. Il va falloir faire quelques points, c'est une méchante coupure. C'est le coup qui était méchant. Il s'est servi d'un pied de biche. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez fait? Rien. Rien d'autre que ce qu'elle demandait. Et elle demandait quoi? Je peux vous montrer si vous voulez. Du beignet. C'est là qu'on voit qu'il est très rapide. Oui. Parce qu'en 40 secondes, il a pécho... Marjorie Tyrell. Oui, Nathalie Dormer, putain. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, l'enculé !» Ouais, mais bon, en même temps, c'est Thor. Ouais, alors... Putain, mais ouais, Nathalie Dormer, c'est quand même high score, quoi, franchement. Ah oui, mais moi, même Thor... Même le marteau. Ah, je prends le marteau. Soulève-moi le marteau. Bon, du coup, Adrien, qu'as-tu pensé de ce film? Ouais, moi, j'avais déjà adoré, je l'avais vu quand il était sorti. J'avais adoré, alors que je trouve que c'est une des magies du cinéma, c'est que je m'intéresse pas trop au sport. Et encore moins à la Formule 1. Tu le portes sur toi d'ailleurs. mais là, je trouve que c'est passionnant et je m'intéresse presque plus au sport quand il est raconté dans un film que quand je le vois en direct en fait. Et là, on est en plein dans ça. Toi aussi, t'as vu de la F1 déjà ou pas? Non, et j'ai essayé. Souvent, quand on voit un film d'un truc particulier comme ça, on va chercher à s'y intéresser. Et j'avais essayé en 2013, après avoir vu Rush, j'ai dû regarder une demi-course et j'ai arrêté. Ah ouais? Mais ce film-là, il est passionnant. Je l'ai revu, je l'ai toujours autant aimé, mais un tout petit peu moins. Ok. Parce qu'entre-temps, il y a eu Le Mans 66 qui est passé par là, qui est pas loin d'être le même film et un cran au-dessus. Ah ouais. Qui est un chef-d'œuvre, pareil. Et du coup, en le revoyant, dans mes souvenirs, il était formidable, il est toujours formidable.
mais je me suis dit c'est dommage. Ah ouais. Mais, Il a peut-être un peu perdu de sa superbe parce que peut-être dans ton esprit c'était waouh quoi. Ouais. Tu vois, Rappelle-moi que c'est qu'il a réalisé Le Mans 66, c'est un grand réel aussi, non? C'est James Mangold de mémoire. C'est un très grand réel. Mais pareil, mais c'est qui les acteurs aussi? Il n'y a pas Chris Hemsworth? Non, c'est qui? Il y a Christian Bale et Matt Damon. Ouais, c'est ça. Mais bon, il faut que je le voie alors. C'est des beaux gosses. Aussi. Mais parce que aussi James Hunt était un beau gosse. Je sais pas si vous avez regardé les photos de James Hunt et de Niki Lauda à l'époque. On a des images d'archives d'ailleurs à la fin du film. Oui, ça va un peu vite, mais on les voit. Mais il ressemble vraiment aux acteurs quand même. Il y a vraiment l'air quoi. Donc du coup c'est toujours bien, c'est toujours formidable. Toujours bien. Moi pareil, moi j'ai découvert avec Adrien qui me disait c'est génial et tout, enfin tu me dis c'est cool, tu vas voir tout. Je fais ok, donc j'y allais avec un peu des attentes du coup, tu vois. Et c'était génial, franchement c'était vraiment cool. Je trouve qu'il y a vraiment une super bonne réal quand tu es dans les courses, enfin tu es dedans, t'as l'impression de jouer à Need for Speed Underground quoi, tu vois, c'est alors j'ai pas joué trop à des jeux de F1, du coup ma référence c'est Need for Speed Underground. C'est bien, c'est suffisant. C'est Mario Kart quoi. Voilà, mis du Snoop Dogg. Ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Le jeu des acteurs est très bon, leur histoire elle est passionnante, donc pareil c'est pas un film de F1, c'est un film sur la rivalité. Là on est sur une vraie rivalité comparé au Charles de Feu, voilà. Là je trouve que la rivalité elle est quand même bien palpable, mais malgré leur rivalité, c'est là où elle est intéressante, c'est que leur rivalité est nécessaire à chacun d'eux pour être les meilleurs en fait, notamment surtout pour James Hunt qui a besoin de Niki Lauda pour se surpasser en fait. C'est parce que Niki Lauda sur le papier il est meilleur parce qu'il est beaucoup plus méthodique, comme disait, voilà, il est plus scrupuleux, il a une meilleure connaissance des machines parce qu'il travaille sur les moteurs et tout, enfin voilà. Mais en fait James Hunt lui il a la fougue en fait que n'a pas Niki Lauda, donc lui il tente des trucs qui peuvent mettre sa vie en danger. Et ce film c'est aussi c'est un sport. C'est un des sports les plus dangereux qui existent, je pense, où tu risques ta vie, je pense. Oui. Même le MMA, tu risques pas autant ta vie en vrai. Voilà, dans celui-là, voilà, le moindre faux pas, ta voiture, elle explose, elle prend feu. Bon voilà. Il y a un moment assez tragique d'ailleurs dans le film. Oui, on en parlera pas. Moi, je l'ai découvert dans ce film et il y a quelques. Je pense qu'on peut en parler en vrai parce que ça fait partie de l'histoire du personnage. C'est de l'histoire. Je trouve ça passionnant de le découvrir. Ça rend l'histoire folle. Hein. Mais je pense que par rapport à ce qu'on va parler après. Ok. Oui, c'est quand même un moment très. Voilà. Alors, on va partir du principe que si vous avez pas vu le film, avancez le podcast jusqu'au moment quartier libre, on va dire. Voilà. Il faudra penser à mettre un timecode peut-être dans la description. Mais on va vous parler un petit peu de la suite parce que c'est quand même vraiment cool. En plus la musique est vraiment excellente aussi du film, c'est Hans Zimmer. Tout à fait. Et je l'ai pas noté. Moi j'ai découvert après. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, je voulais écouter la BO, je fais Hans Zimmer quand même, ça va, on se fait pas chier. Après Ron Howard c'est pas Joel Clodo comme tu disais non plus, il a fait des bons trucs. Le film est passionnant quoi, genre même quand il y a ça s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des moments quand c'est pas la rivalité, ils sont sur la piste, quand ils sont pas sur la piste il est avec des meufs, il est en train de picoler puis il y a un très très bon casting quoi. Franchement les deux acteurs qui jouent Niki Lauda et James Hunt sont vraiment très 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 bons. Je connaissais pas Daniel Brühl. Alors, j'ai joué dans Inglourious Bastard, mais après je savais pas. C'est vrai. Alors j'ai une petite anecdote, on va dire, enfin en tout cas un petit fait marrant comme ça où les planètes s'alignent. C'est que Daniel Brühl fait un méchant. Tu vas faire un jeu de mots, arrête. Alors, Daniel Brühl. Mais c'est quand même formidable d'avoir pris Daniel Brühl pour jouer Niki Lauda, c'est formidable. Je pense que c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Daniel Brühl fait un méchant dans un des films Marvel. Alors qui est un méchant qui n'est pas un méchant de Thor, qui est un méchant de Captain America, qui est le Baron Zemo, qui un Baron méchant... Zemmour. Oui, effectivement. Il brûle, mais pas que lui. Bref. Non, c'est donc le méchant. Enfin, c'est le Baron Zemo dans un des Marvel. On le voit dans Captain America Civil War. Et il va être dans la prochaine série du nouveau Captain America là. J'ai hâte de la regarder. Voilà. Adrien, attendez pour me lancer. Mais il était surtout connu pour Goodbye Lenin, non, de mémoire. Oui, c'est mais le gamin de Goodbye Lenin. Oui, effectivement. Il était plus jeune, mais oui. Donc voilà, nous sommes tous les trois d'accord pour dire que ce film est formidable et pour fêter ça, on va écouter un deuxième extrait. Quelqu'un pourrait m'expliquer un peu cette agitation ? Vous êtes qui, vous êtes connu ? Quoi, vous savez pas ? Cette scène est géniale. De Formule 1, c'est Niki Lauda. Il vient de signer avec Ferrari. Ferrari ? Impossible.
Contrôle quoi? La VF est Enfin, terrible. les pilotes de course. Ils ont les cheveux longs, ils sont très sexy. Leur chemise est toujours déboutonnée. Merci beaucoup. De rien. Et puis de toute façon, vous avez vu, il conduit comme un vieux. Il n'y a aucune raison d'aller vite. Ça ne fait qu'augmenter le pourcentage de risque. On n'est pas pressé, je ne suis pas payé. Là, sans récompense à la clé, sans motivation. Pourquoi est-ce que je conduirais vite? Parce que c'est moi qui te le demande. Yeah baby. Encore une fois, l'influence des femmes sur les sportifs. Hein. Ah oui, toujours. Et je voulais ajouter 2 choses. La première, c'est que même quand on a un personnage, on va dire aussi austère comme ça, le film sait quand même le présenter. Tu vois, il le tourne sous le fait de l'humour. Hein, tu vois, quand il y a plusieurs fois comme ça où c'est vraiment un sale con. Oui, clairement. Mais après, il a un peu ce truc il a de l'humour un peu caustique, un peu pince. Oui. Les deux sont marrants, en vrai. Les deux sont marrants, alors sur des choses différentes, mais complètement. J'ai d'ailleurs une phrase de Niki Lauda qu'il a vraiment dite et je trouve ça formidable. Après qu'il ait eu son accident, il dit moi j'ai une excuse pour être moche. C'est pas comme la plupart des gens. Il s'en fout, il avait du pognon, donc il pouvait dire ce qu'il voulait. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on n'a pas révélé le fameux spoiler. Ouais, on l'a sous-entendu. On l'a bien sous-entendu. On peut le stipuler largement. Niki Lauda prend feu. Son visage prend feu, tout prend feu. Et voilà, donc il a eu un accident. Mais après, comment il s'est retrouvé il a loupé un virage ou un truc comme ça? Je sais plus, oui, c'est ça, il a dû. Voilà. En tout cas, c'est impressionnant parce que quand tu vois dans le film le maquillage et que tu vois toute sa tête brûlée et que tu vois les photos de Niki Lauda brûlées, enfin, tu regardes sur Google, Niki Lauda, c'est pareil, quoi. C'est super bien fait. Même pizza. Et d'ailleurs, l'acteur Daniel Brühl qui a mis un dentier pour avoir ses dents un peu comme ses dents de rat, un peu comme Niki Lauda et tout. Donc c'était franchement, je trouve que il y a une ressemblance. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous étiez pour qui pendant le film et est-ce que ça a changé? Ah, moi j'aimais bien Niki Lauda, moi. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai cru que c'était évident que le focus était beaucoup plus sur James Hunt. Et j'avais beaucoup plus de cœur pour James Hunt que Niki Lauda. Bah non, mais en fait, en général, t'es du côté des victimes, quoi. Niki Lauda, c'est une victime. Oui, mais est-ce que ça n'a pas changé du coup encore de film? Est-ce que t'étais pas pour l'autre? Est-ce que ça n'a pas changé encore de film? Non, moi j'étais pour Niki Lauda parce que justement au contraire c'est une victime et il voulait pas faire le circuit. D'ailleurs qui maintenant je crois qu'il est interdit ce circuit, ils le font plus parce qu'il est trop dangereux. Il disait c'est trop dangereux, on va se planter machin et tout le monde a voté contre lui dans le film, tu vois. Et alors que lui il voulait juste préserver, c'était du bon sens pour lui, il voulait juste préserver la santé des gens, quoi, tu vois, surtout qu'il était amoureux et tout, enfin voilà. Et il avait raison. Tu vois, et au final, c'est lui qui, en voulant protéger les autres, se retrouve niqué, enfin brûlé. Et je trouvais ça abusé. Moi, j'avais trop de la peine pour lui, quoi. Il est niqué, Lauda, joli. Adrien, j'aimerais bien avoir ton avis, du coup. Bah ouais. T'étais pour James Hunt, toi? Bah moi, ça a changé parce encore de route. Parce qu'il a niqué Nathalie Dormer. Au début, évidemment, je m'identifie à tort parce que c'est quand même vachement plus satisfaisant que de s'identifier à l'autre rat. Évidemment, comme tout. Mais à la fin, il y a une histoire de mérite et enfin, ça change sans arrêt en fait. Et à la fin, les dernières courses, je savais plus pour qui j'étais. Mais peu importe l'un des deux qui gagne, j'étais content. C'est l'intelligence de ce film, de cette réalisation, c'est que les deux, en fait, tu prends parti pour l'un ou pour l'autre, mais à leur manière, les deux déjà commencent à s'estimer, tu sais, se remettre sur un pied d'égalité. Ils gagnent en complicité. Exactement. J'ai vraiment vu, en l'ayant vu 2 fois, du coup, j'ai vraiment vu ce moment charnière, et c'est justement effectivement avec l'accident où il y a 1 ou 2 séquences comme ça où d'un coup tu fais tac tac, ok c'est bon, là maintenant il s'estime. Tu vois, c'est le moment où l'autre il punch le journaliste. Ouais, clairement. Tu vois, pour d'ailleurs, expliquons pourquoi il punch le journaliste. Il le punch parce qu'il y a un journaliste qui pose la question à Niki Lauda si le fait que sa face brûlée est un frein pour son mariage, quoi, en fait. Voilà. Et il insiste en plus. Il insiste, voilà. Et James Hunt là le prend à part et il lui casse la gueule. Voilà. C'est le cassage de gueule le plus satisfaisant. Ah oui, c'est clair. Il est beau celui-là. La larme est à l'œil. Et il en a reparlé dans une interview aussi que j'ai vue. Il disait que c'était la plus grosse insulte qu'il avait jamais reçue de sa vie. Il avait jamais été autant insulté que par ce journaliste, quoi. En public comme ça, à la télé et tout. Gros enculé, quoi. C'est clair. Et pour moi, James Hunt aujourd'hui, il est le cran juste en dessous de Tyler Durden, tu vois, dans ma. C'est nos futurs, quoi. C'est ça.
Mais ouais, en plus, voilà, il est aussi gaulé, il est gaulé comme un Brad Pitt dans ses plus belles années. C'est ça, vraiment. J'ai un petit fun fact, les acteurs n'avaient pas le droit de conduire de Formule 1, fatalement. Et du coup, ils conduisaient des Formule 3. Oui. Avec la carrosserie d'une Formule 1. D'ailleurs, on le voit au début du film. Les débutants. James Hunt, il commence en Formule 3 d'ailleurs. Ouais. Alors que mon père, il conduit des Formule 1. Ton père, il va dans des hôtels Formule 1. C'est pas pareil. Et ta mère est pas au courant, donc ça va foutre le bordel. Bon, bref, si elle nous écoute, on lui fait un bisou. Oui, bisous, papa. Ah oui, j'ai vu dans une interview, et là je vous pose la question, c'est une devinette. Donc j'ai vu une interview de Niki Lauda, là, genre assez récente, où il est assez vieux, quoi. Et il dit que, donc aujourd'hui, il fait une vie normale, où il risque pas sa vie tout le temps. Voilà. Et savez-vous quelle est sa règle numéro 1 de vie, sa règle, qui a un rapport avec la Formule 1? D'avoir un extincteur dans sa cuisine. C'est ce que j'allais dire, de pas allumer le gaz avec le briquet. C'est pas un truc qui a un rapport avec le feu, c'est un truc qui a un rapport avec la Formule 1. Ah. Toujours mettre sa ceinture ou un truc comme ça, il fait pas de la... Jamais conduire sur la bande d'arrêt d'urgence. Non. Non, mais essayez de trouver. C'est un truc que vous ne connaissez pas. Un truc que vous ne respectez pas. Respecter les femmes? Toi? J'ai mal. Respecter les femmes. De pas passer les vitesses? Non, c'est la ponctualité. Oh, c'est donc ça. Niki Lauda est toujours ponctuel, il arrive toujours un quart d'heure avance dans tous ses rendez-vous. Mais pourquoi ça m'étonne absolument pas? C'est l'homme du timing, quoi. Ah dans oui, la Formule 1, t'es à la seconde près. On lui disait, tu finis la course à telle heure, il était obligé. Oui. Il allait vite. C'est ça. Il arrivait toujours un quart d'heure avant les autres. Mais je trouvais ça assez marrant, assez original, voilà. Très bien, bah écoutez, si vous n'avez rien d'autre à rajouter sur ce film, vite fait 2 fun facts que je fais de mémoire. Une qui est assez rigolote, c'est que dans le film on voit une voiture à 6 roues à un moment donné, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Ah non, ça a vraiment existé. Il y a eu un constructeur qui pendant 2 ans a tenté d'avoir 2 petits trous à l'avant. Et ils ont pas, ça a été un petit peu bizarre, mais il y a eu une course où ils ont gagné, genre ils ont fait numéro 1, numéro 2 et peut-être numéro 3, je sais plus de mémoire. Donc ils étaient pas non plus trop à côté. Mais les fabricants de pneus, à un moment donné, ça les a gonflés parce que toutes les évolutions étaient faites pour un constructeur qui avait ces petits trucs-là. Donc ils ont arrêté. Mais elles ont vraiment existé. Surtout, ça devait alourdir les voitures, quoi. Ouais, non, mais il y a eu des cas ou des courses où ils ont été devant largement. Ok. T'es sûr que c'était pas pour des pilotes débutants d'avoir les petites roulettes? Les petites roulettes sur le derrière. et de mémoire, l'année 76, c'est l'une des seules années où il y a eu des femmes qui sont rentrées en compétition, et je crois même qu'il y en a une qui a gagné un point. Et c'est mixte en fait, la ligue de Formule 1 est mixte. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais de femmes. Et non. Mais pourtant, il y en a eu quelques-unes. Tu les comptes sur les doigts de la main, il y a dû en avoir 3-4. Et je crois que... Alors 76 de mémoire, je crois, c'est là où il y a eu une course où il y en a eu 2 qui sont partis. Ou la seule année où il y en a eu une qui a gagné des points. Je sais plus. Un truc comme ça. D'accord, ok. Elles étaient beaucoup plus sur les côtés des stands. Hein, ça. On le voit dans le film. Putain, c'est clair, il y a de la bebon, quoi. Ah. Bon, très bien, mais les amis, je vous propose de passer à la prochaine séquence, qui est le moment où nous allons vous parler de tous les films de sport, pas spécialement ancrés dans le réel, hein. Les films de sport, on va essayer de faire plus large, sinon ça va. Oh, Adrien, il va faire que dans le réel. Moi, j'ai fait que du réel. J'ai fait que du réel. Adrien, il est toujours. C'est notre Daniel Brühl. J'allais dire, c'est Adrien Laudois. Donc, c'est le quartier libre. C'est parti. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc je vous propose, comme vous m'avez dit hors antenne que vous aviez une chier de films, je propose d'en faire un chacun. Enfin non, mais un chacun, je veux dire, et après on tourne. Allez. On en dit pas 5, puis 5, puis 5, tu vois, comme ça, chacun son temps pour en balancer un. Et on passe pas 40 ans dessus, sinon on va faire une émission de 4 heures. Voilà. Tu vois, on pensait pas tenir 1h15, mais on va les tenir. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin des 2 autres? Non, on n'est pas bien tous les 3 là. Oui, à la fraîche là. Oh, ma couille. Alors, Adrien. Allez, mon premier c'est Free Solo. Est-ce que vous avez entendu parler de ce documentaire? Je l'ai vu sous tes conseils. Ah, c'est formidable. Tu tapes dans les documentaires en plus? Ah bah bien sûr. J'en ai le double alors. C'est aussi appelé chez moi Main moite le film. C'est l'histoire d'un grimpeur de montagne qui s'amuse à monter des montagnes sans aucune sécurité. Ah, d'accord. Ouais. Et évidemment, il va se lancer les défis d'un des rochers les plus compliqués à monter, même avec des sécurités, sans aucune sécurité. Et à la fin, il meurt. Et c'est l'histoire de lui en train de se préparer à ça. C'est horrible. Ah, tu le vois monter même souvent. Ouais, mais...
Et c'est un Français ou super anxiogène. non? Ouais. Non, c'est un Américain. J'avais entendu parler d'un Français qui montait, tu sais, les immeubles. Et il est et ce mec est de Pézenas d'ailleurs. Oh. Ah ouais. Ville réputée La fierté, pour ses immeubles. la fierté nationale. On n'est pas loin de Pézenas, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ok. Et c'est hyper oppressant, c'est incroyable, et c'est un Oscar du meilleur documentaire d'il y a je crois qu'il est dispo sur Disney+. Oui, c'est ça. Okay. Et là, à contrario, dans ce film, les femmes ne l'aident pas du tout. C'est Carole Baskin, sa femme, elle attend l'argent. Ouais, donc, c'est clair, elle attend qu'il tombe. C'est ça. Voilà. Non mais en fait le truc c'est qu'il est ultra concentré, lui c'est vraiment de la concentration extrême. D'ailleurs un peu comme les pilotes de F1, ils ont une concentration extrême, ça ils en parlent important. Aussi. Et mais sauf que là lui le fait qu'il tombe amoureux plus ou moins, ça lui fait penser à sa copine et il se dit il faut pas que je meure parce que ma copine machin elle va être triste. Et du coup ça lui fait faire des erreurs dans le film. Oui. C'est un petit spoiler mais c'est pas très important. Très bien, Joss. Merci. Je vais commencer j'en ai beaucoup donc je vais commencer par un au moins que vous n'aurez pas, comme ça je vous laisse Vas-y. Voilà. Je vais vous parler d'un film de mon adolescence. J'espère qu'il n'a pas trop mal vieilli parce que je l'ai pas vu depuis, mais que j'ai dû le voir 2 ou 3 fois. Il s'appelle en français, je vais pas le titre en anglais, La nuit du défi, qui est un film avec James Woods et je crois qu'il s'appelle Louis Gossett Jr. Enfin, c'est celui qui est trop vieux pour ses conneries. Ok. Voilà. Quoi? C'est celui qui est trop vieux pour ses conneries. Non, c'est Danny Glover qui est trop vieux pour ses conneries. Alors oui, alors attends. Je me souviens. On refait là en disant juste Danny Glover. Non, c'est un film en tout cas avec James Woods et quelqu'un qui est peut-être trop vieux pour ses conneries, je sais plus si c'est lui. Voilà, c'est un film à la base c'est une arnaque, c'est un film sur la boxe et en fait un espèce d'escroc qui met en place un espèce de combat de boxe plus ou moins truqué, mais il va se trouver que l'escroc va essayer va peut-être se faire escroquer et c'est toute une nuit en fait où donc son acolyte qui est le boxeur doit défaire 10 adversaires de la ville, 10 boxeurs, voilà, pour gagner. En fait il parie gros, voilà. Pendant toute cette nuit il va se passer plein de choses, voilà, j'en dis pas plus mais c'est super intéressant. Ok, mais là c'est pas inspiré de faits réels celui-là. Je pense pas, là je suis pas allé voir. 10 combats en une nuit ça paraît compliqué. non c'est un truc qui se fait, hein. Enfin c'est des espèces de paris, c'est pas voilà. Très bien. Pour ma part, je vais vous proposer Moi Tonya, un film récent de 2018 réalisé par Craig Gillespie, qui parle d'une patineuse artistique qui a merdé clairement, qui a merdé et qui alors qu'elle pouvait atteindre le plus haut niveau a clairement merdé. Elle a un petit côté redneck cagole de Béziers voilà, et voilà, c'est le film qui tourne mal et je trouvais ça vraiment sympa là pareil parce que ça parle pas du sport mais ça parle des à côté, ça parle des mauvais choix qu'on fait. Oui. Voilà. Elle les subit, c'est un peu sa famille aussi qui merde. Ouais, c'est clair, elle a une famille de merde quoi. Adrien? Ouais, alors moi j'ai de la pépite. J'ai fait des top 10 et des top 100 des meilleurs films de sport de tous les temps et des meilleurs documentaires de tous les temps. Et il y en a un qui revenait assez souvent premier et que j'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Hoop Dreams. Est-ce que ça vous parle? Absolument pas. C'est un documentaire de 1994 sur 2 gamins de 14 ans qui ont été suivis jusqu'à leurs 20 ans qui rêvent d'entrer en NBA. Oh. C'est la bonne période. Ça dure environ 3 heures et c'est un épisode de striptease de 3 heures. Ah ouais, génial. C'est génial. C'est un mélange entre striptease et The Last Dance. Le film, assez bizarrement, n'a pas été nommé aux Oscars du meilleur documentaire. Et ils ont changé, l'année d'après, ils ont changé les règles de sélection de l'Oscar du meilleur documentaire parce que ça a fait un scandale. Mais il a quand même été nommé pour le meilleur montage alors que c'est un documentaire. C'est absurde. Et c'est 3 heures dans Chicago. À l'époque, années 85, quelque chose comme ça, à l'époque où Michael Jordan est en train d'arriver et où Isaiah Thomas, le mec dont on parle tout le temps au début de The Last Dance, était au sommet de sa gloire. Et c'est hyper bien, c'est passionnant. Ça dure 3 heures, c'est un peu long, mais c'est formidable. Ça part de Cabrini Green, comme dans Candyman et tout. Génial. Ça a été un mélange de tout ce qu'on a vu récemment, et je me suis retapé The Last Dance aussi, c'est pour ça. Et retapé, tu l'as maté 2 fois? Non, j'ai vu The Last Dance récemment. Et voilà, on parle de moi. Parce que maintenant vous me faites peur tous les deux. C'est tout 2 fois. Et c'est assez fou et ça retombe tout le temps dans les tops des films. Voilà, et du coup, je le conseille, mais écoute, pépite. super, ouais, vraiment, j'ignorais de le savoir. C'est clair, carrément intéressant. Ouais.
Je rebondis parce que allez, je l'avais noté, donc The Last Dance, voilà. Oui, The Last Dance, et voilà, il faut en parler, donc je m'y colle. Bon, j'en parle pas beaucoup, il y a pas besoin. Le truc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et je le confirme. Regardez-le. Pour résumer, série documentaire en 10 épisodes sur la grande époque grande époque Chicago Bulls, avec Michael Jordan en tête d'affiche, on va dire, qui reprend les 5-6 années où ils ont été champions dans les années 90, avec des interviews des membres de l'équipe, de l'époque, et même le staff autour, évidemment beaucoup d'images d'archives, c'est bien monté, c'est haletant, alors que c'est un documentaire. Il y a on va dire, il y a rien à thriller, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, on le regarde avec envie, avec passion, alors que j'ai pas été beaucoup dans l'époque basket de l'époque, tu vois, mais pourtant voilà, super intéressant à regarder. C'est carrément intéressant. Ouais, c'est super. Voilà, petite pensée émue pour Scottie Pippen. Voilà. C'est numéro 2 à jamais. C'est bien fait, carotte. Ouais. Très bien. Alors moi je vais vous proposer un petit film français sur le football avec Patrick Dewaere. Oui. Coup de tête. Film de Jean-Jacques Hano, le réalisateur de L'Ours. Excellent film. Donc voilà, Patrick Dewaere qui est un Patrick Dewaere en puissance. Là, c'est vraiment un rôle comique et on n'est pas trop dans le film dépressif comme on peut le voir dans une série noire ou un truc comme ça. C'est fun, c'est décomplexé, c'est très très con, c'est très très bof. L'histoire, si je me souviens bien, c'est Patrick Dewaere qui joue dans un club de foot de merde et tout, mais du coup il veut pas être footballeur, et son entraîneur il le veut, mais voilà, c'est un truc comme ça. J'ai le truc assez flou parce que je l'ai vu il y a quelques années quand même, mais j'en garde quand même un bon souvenir. J'avais passé un très très bon moment à le regarder. Donc voilà, tous les films avec Patrick Dewaere, c'est toujours un moment Nutella. Donc voilà, donc en fait en termes de films de sport français, je trouvais ça assez intéressant d'aller chercher un truc un peu méconnu. Sinon j'aurais pu parler de $1 Million Baby comme on a parlé, de Raging Bull, ce genre de truc, quoi. Est-ce que vous avez encore des films intéressants à popper, sinon on va y passer toute la soirée. Un petit peu, je vais les enchaîner vite fait. J'aimerais parler d'un autre qui pareil, comme La Nuit du Défi, est pas si connu pourtant malgré sa qualité, qui s'appelle La Légende de Bagger Vance. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, qui est avec mon petit chouchou qui est Matt Damon, ainsi que Will Smith. Voilà, pareil, on est dans les années 20-30 sur un espèce de champion de boxe de golf déchu. Qui va rencontrer Will Smith, qui est un personnage un petit peu énigmatique et qui va le remettre sur le droit chemin, on va dire, qui va lui faire remonter les voilà, j'aurais pas dit mieux. Et j'aimerais rajouter 2 films. Ne riez pas, ce sont des slashers. Non, mais j'aimerais réhabiliter 2 films qui sont des films de sport, on peut les considérer comme ça, qui sont Shaolin Soccer, oui, et inspiré de faits réels. Oui, évidemment, et Hong Bak, mais Hong Bak, on est sur la bagarre. Alors, on est sur la bagarre, on a un grand volet, on va dire boxe taille, mais surtout là où j'insiste en vérité, c'est d'arriver à trouver surtout les versions originales, les versions longues, parce que on les connaît en Europe déjà le montage le recut. Allô David? Yo Ludovic? Oui, alors attends 2 secondes. Non, je baisse le son. Ça, c'est génial. Tu nous entends? Oui, tu es actuellement dans le podcast sans visage. Il va faire le podcast. Énorme. On t'entend. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ça tombe bien. Comment as-tu trouvé les films? Je voulais te dire, est-ce que tes hémorroïdes vont bien? Je suis toujours debout à enregistrer, je te dis. Tu veux que je t'achète de la pommade? Il veut qu'il lui passe de la pommade. Bon alors, je voulais te dire en fait si vous avez fini ou pas encore. Bah non, on est en train de te dire qu'on est en train d'enregistrer et tu es actuellement à l'antenne, tu seras dans l'épisode là. On va pas te couper, on va pas couper ça. Ah non, on va garder ça. Est-ce que t'as vu les films? Non, j'ai pas vu les films. Vas-y, fais la critique. Mon film préféré, mon biopic préféré de sport, c'est Raging Bull. Ah ben on en a parlé, on était dans le quartier libre là, en train de dropper les films, donc tu tombes à pic.
Ah, ben voilà, et Rasta Rocket. Ah ben voilà, Très Rasta bien. Rocket, on en a pas parlé, dedans, mais il est c'était très prévu, bien, c'était effectivement. prévu. Ok. Très Voilà. bien. Bah écoute, David, tu arrives bientôt? Oui, j'arrive bientôt pour commencer le podcast. Dans combien de temps? Parfait. Dans une demi-heure, 40 minutes. Ouais, alors attends, j'en profite, bon ben tu couperas Adrien, c'est pour ça. Est-ce que... Attends, quelle heure il est là? Est-ce que tu pourrais passer à Castelnau vite fait récupérer un truc pour moi? Non, je vais le laisser ça. C'est quoi? J'ai fait des courses. Il faut ma pommade pour baisser mon revenu. Et j'ai oublié les courses à la MJC de Castelnau. Bon ben ça marche, à tout à l'heure David. Allez, 20 minutes à la MJC de Montpellier, à toutes. Dans 20 minutes, non, de Castelnau. Et du coup, marqué par la haine, ça vous a plu? Ce petit intermède. Je vais terminer ce que je disais. Allez, termine, vas-y. Voilà. Alors, j'aimerais réhabiliter 2 films qui ont un rapport, on va dire, avec le sport, quand même, qui sont Shaolin Soccer et Hong Bak. Shaolin Soccer inspiré de faits réels. Et Hong Bak, film de sport. Voilà, évidemment. Non, mais j'en profite du coup parce que effectivement, on les connaît sous leur version européenne, on va dire, qui ont été vachement recut. Et ce sont 2 films que j'avais appréciés très moyennement. Et en vérité, lorsque je les ai vus en version longue, enfin d'ailleurs, Hong Bak, je l'ai d'abord connu dans sa version originale, avant de l'avoir version Besson, quoi. Et vraiment, ils prennent vraiment une autre dimension. On a vraiment Shaolin Soccer d'un film beaucoup plus harmonieux, qui va un peu au-delà que de la blague. Enfin, en tout cas, il a vraiment une histoire. Ils sont vraiment intéressants, quoi. Et Hong Bak aussi, c'est pas juste un bête film de baston, quoi. Donc voilà, je vous invite à les regarder en VO. Enfin, et surtout avec leur cut original. Mais voilà, du coup, c'est des slashers ou pas? Oui, non, ce sont des films ok, merci. de survie. Et est-ce que tu as des trucs à rajouter, Adrien, des Non. films? Non, c'est bon. On en a droppé 17, Ouais, ça je pense suffit. que c'est bon, là. Je vous propose de passer du coup au moment jeu qui est aujourd'hui présenté par Joss. Je veux faire un jeu. Je vous propose de aujourd'hui découvrir des sports insolites. Oh. Et oui, car il n'y a pas que le golf et le tennis. Il y a aussi différents sports. Je vais vous donner, vous n'êtes que 2, donc Allez. ce que je vous propose, je vais vous donner le nom du sport. Et là-dessus, vous allez me trouver de quoi ça s'agit. Les règles du jeu. Exactement. On va commencer facilement. Le roller derby. Adrien. Ah, on connaît. Tous les deux. Oui, on connaît, c'est connu. On a vu Oh. Bliss, on sait ce que c'est. C'est des meufs qui se tabassent avec des tatouages et des, Voilà, et c'est des- ça les et des- règles. et des collants noir et blanc. Voilà. N'empêche, essayez d'expliquer la règle, s'il vous plaît. Quel est le principe? Ah, il faut doubler la nana avec l'étoile sur le casque. Un truc comme ça. Ça me rappelle des heures sombres de l'histoire. Il faut tourner autour d'une piste comme au NASCAR, mais il n'y a pas d'essence. On ne peut mieux résumer. C'est exactement, c'est ça effectivement. Donc on a une équipe qui doit dépasser une autre équipe, on va dire. Enfin voilà, je le résume très. Et on peut faire des coudes. Exactement. Jouer des coudes. Ce qui est important évidemment, c'est d'avoir un casque et un surnom et des tatouages punk rock. Ça pourrait être une Suicide Girl, éventuellement. Voilà, exactement. Voilà. Maintenant, attention. Je vais faire à l'origine, en honneur à David, le premier qui veut donner la réponse criera Youpi plat, qui est le cri de... Qui est le cri de David. Voilà, si l'on dit 3 fois dans un miroir, David apparaît. Qu'est-ce que le... David, il est devant tous les miroirs, de toute manière. Je le vois, même dans la nuit. Qu'est-ce que le kinball? Oh putain. Kinball. C'est un genre... Youpi plat, je vais tenter. Hein. C'est genre un sport gentil où tu fais des passes gentilles aux gens. Youpi plat? Est-ce que c'est un sport où il ne faut pas démarquer quand t'as fait la kin? Tout à fait, parce que c'est un enfant. Alors, accrochez-vous. Le kinball se joue en 3 équipes de 4 joueurs.
qui doivent envoyer un ballon le plus loin possible, un ballon qui fait 1m22 de large. Ah ouais. Ballon. Je veux voir ça. Alors, le but est de servir le ballon à l'une des équipes adverses de façon que cette dernière ne puisse pas le récupérer avant qu'il ne touche le sol. Il faut d'abord crier la couleur de l'équipe précédée de Omnikin. C'est un jeu de Perceval en fait. 3 joueurs maintiennent le ballon afin que le 4e puisse le frapper de façon ascendante horizontale vers un endroit stratégique le plus handicapant possible pour l'équipe choisie. Les 4 joueurs doivent être en contact avec le ballon. Ok. Ne cherchez pas. Ça se joue en appartement ou à l'Aquitaine. Qu'est-ce que la lutte turque? Enfin, quelle est la particularité? Drawer. Non. C'est Du plat. donc tu te bats, mais en même temps tu es accroupi un petit peu avec le pantalon aux chevilles. Moi j'allais dire tu te bats, mais en même temps tu coupes de la viande de kebab. Alors. Attends, mais je crois que je sais. C'est pas un truc genre en plein air dans une arène où ils se mettent des tatanes, mais genre. Je sais plus ce que c'est. Je vois de quoi tu parles, mais ça n'est pas ça. Où ils se mettent des gifles en fait. C'est pas un truc où ils se mettent des gifles. Il n'y a pas de gifles. Il y a un rapport avec la moustache. Évidemment, il faut avoir une moustache déjà. Et ensuite, les pratiquants doivent combattre torse nu en portant une seule et unique culotte faite de peau de vache huilée, et on s'enduit d'huile d'olive. Oh, putain, très... Le but étant d'attraper l'adversaire par la culotte, de le renverser et de le laisser la tête en bas à la verticale pendant quelques secondes. D'accord. Et après, faut faire un aioli ou pas? Okay. Voilà. Et si jamais l'un des adversaires déchire sa culotte, il est disqualifié parce que ça peut arriver. Oui. Et il fut un temps où le vainqueur gagnait un mouton. Qu'est-ce que le sepak takraw? C'est pas le sport indien où tu retiens ta respiration? Non, ça s'appelle le yoga. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je vous dis maintenant le ninja volleyball. Oh putain, est-ce que c'est pas du volleyball avec les pieds, ouais, ça? C'est tout à fait ça. C'est un sport très populaire en Indonésie et en Thaïlande, où c'est d'ailleurs le sport national à équivalent avec le Muay Thai, où c'est une espèce de volleyball effectivement qui se joue avec les pieds, avec les genoux, enfin tout le bas du corps en fait, et où on se renvoie une balle, et ça peut être très acrobatique et très impressionnant. Je l'ai vu de nombreuses fois en baladant en Asie. C'est super sympa, c'est super joli à regarder en plus. Voilà, ça s'appelle le sepak takraw. Et maintenant, les Américains sont les meilleurs. Je vais vous proposer 2 sports. Je vais vous régaler. Vas-y. Mangeage de hot dog. Oui. Connaissez-vous le Legends Football League? La Legends Football League. Non. Maintenant, si je vous parle de son précédent nom, le Lingerie Bowl. Quoi? Le Lingerie Bowl? C'est le football américain en lingerie? Voilà, pas plus. Ah ouais, ça Drawer, c'est un bon point pour toi. Cool. Effectivement, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Exactement. C'est-à-dire que c'est effectivement du football américain féminin où les nanas en fait sont en lingerie entre guillemets, puisqu'ils l'ont un peu fait avec des matières pour pouvoir que ça tienne et qu'elles puissent transpirer dedans, mais ils ont pas oublié le Wonder Bra non plus dedans. Ah ouais. Mais voilà. elles ont des protections quand même pour la tête et tout ou... Oui, elles ont des épaulières, un gros casque, et en bas, en string, voilà, en string. C'est énorme. Dans ma tête, c'est du roller derby, du coup. Pas c'est ça, safety first, tu vois. C'est clair. Voilà, il manque plus que les talons, ils sont pas allés jusque-là, mais... Comment tu dis que ça s'appelle? C'est pour un ami? Oui. Tu cherches le Lingerie Bowl, tu vas trouver. Oh, tu vas trouver. Oui. Et enfin, tout est dans le titre. Connaissez-vous, qui pourra me résumer le Taser Soccer? Oh putain, tout est dans le titre. Oh putain. Je vous fais le résumé. Initialement nommé Ultimate Taser Ball, inventé en Californie. Il se joue avec une grosse balle que chaque équipe doit aller mettre dans le but de l'autre avec les mains, avec la petite particularité que chaque joueur est équipé d'un taser. Petite. Oui. Et peut s'en servir abondamment contre quiconque est en possession de la balle. Oh. L'intensité est de l'ordre de 5 mA, ce qui est suffisant pour créer une petite paralysie localisée, mais pas de quoi encore endommager les organes vitaux. Ah, ça va alors.
C'est un sport olympique, ça vient de la Grèce antique, ce truc. J'attends impatiemment qu'il y ait un biopic là-dessus. Putain, c'est génial, quoi. Certainement réalisé par... Michael Bay. Michael Bay, oui, voilà. On l'avait tous. Très bien. Voilà, merci, écoutez, je Joss. pense que tout le monde est à égalité aujourd'hui. On a voyagé, en tout cas. Oui, voilà. Eh ben écoute, merci mon cher Joss. Je vous propose du coup de passer à la fin du podcast et donc à l'annonce du thème du prochain épisode. Oui. Allez. Hein, vous Quel le savez. est-il? Eh oui, Les monstres géants. Alors, à chaque fois tu les veux slashers. monstres géants. Eh bien non, ce sera les films sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Oh, on va beaucoup rire. On va rigoler. Ah oui, Papa Schultz. C'est ça. Le Père Noël, Donc c'est quoi déjà le film? C'est le Papy fait de la résistance. Oui. Non, je n'ai pas celui-là. Il y aura donc du plus vieux au plus récent. Le premier sera un film français. Est-ce qu'il y a un film d'avant 45? Non. D'avant 39? Un film de 1920. C'est très marrant ça. Un film de science-fiction du coup. L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville de 1969. Très bien. Le deuxième Du film, Melville. et je crois qu'il y a Alain Delon dans celui-là. Non, c'est Lino Ventura, je crois. Dans le deuxième, c'est Requiem pour un massacre qu'on veut toujours voir et qu'on n'a pas vu. Je savais pas que c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Ça. Ouais, de 1985 de Helem Klimov. Et le dernier, Tu ne tueras point de Mel Gibson de 2016. Je voulais le voir. Voilà. Tu l'as vu toi? Ouais. Bon, ben voilà, tu pourras le revoir. Toujours le dernier film, le plus récent, tu les as toujours vus. Ça, c'est ta carte Gaumont qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pris mon abonnement en 2011, donc si tu fais plus de 2011... Ah oui, il l'avait forcément vu. En 2011 déjà, tu l'as vu? Non, je dis ça comme ça. Très bien. Est-ce que ça vous plaît, la Seconde Guerre mondiale? Vous avez révisé? Oh, j'adore. Vous écoutiez en cours d'histoire un petit peu? Pas trop. Parce que là, il y aura des points historiques, laisse tomber. Hein. Oui, est-ce que éventuellement il y aura des points Godwin? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Peut-être à un moment on mentionnera. Peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y aura un athlète de haut niveau. Oui, qui est peintre. Bon ben voilà, écoutez, merci les copains. On a fait, c'est le premier épisode qu'on fait à si peu. Oui, mais c'était très quali. Bah oui, parce qu'on peut faire. On est très fiers de nous. Et oui, ça c'est beau. Oui. L'esprit sportif était là. Exactement. Et Pierre de Coubertin serait fier de nous. Donc, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram ou même sur le Facebook Drawer TV. Puis voilà, mais c'est surtout sur l'Instagram qu'on est actif. Maintenant, on poste plein de mèmes. Ça, c'est rigolo les mèmes. On rigole. J'ai hâte des mèmes sur la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver. Bon voilà, n'oubliez pas, donc vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur Apple, tout ça. On est sur Spotify, on est sur Deezer, on est un peu partout, sur SoundCloud. Donc suivez-nous, ça nous fait super plaisir. Vos retours sont super importants pour nous aussi. Sur les chariots de feu. Exactement, aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Pas du tout la semaine prochaine, le mois prochain. On va pas s'emballer. On va faire un épisode par semaine. Ah, ça passe vite. Donc le mois prochain pour cet épisode sur la Seconde Guerre mondiale. Et puis en attendant, on vous fait des bisous. Bisous. Bisous les copains. Voilà, on sera deux cette fois. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Oh, putain, je te jure. Youpi plat. Wouh!